Bonjour, on va corriger une révision pour les élèves de tronc commun. Alors, commençons par voir le sujet. Alors, ici, vous avez un exercice sur les fonctions. Alors, soit f et g, les deux fonctions numériques, définies par moins x carré plus 2x moins 2. C'est un polynôme de degré 2. Et bien sûr, ici, vous avez une fonction homographique. g de x égale 2 moins x sur x moins 1. Alors, la première question, on vous demande de vérifier cette égalité. D'accord? Sachant que la fonction f, elle a déjà une expression. Donc, cette question, elle est très simple. Il suffit de développer le second membre ici. Il suffit de calculer ceci en utilisant l'identité remarquable et retrouver l'expression qui est là, c'est-à-dire autrement c'est f de x. Alors passons maintenant à la rédaction. Alors, la question 1. Alors, dans la question 1, déjà les fonctions f de x égale moins x carré plus 2x moins 2. Et bien sûr, l'autre fonction g de x, c'est égal à 2 moins x divisé par x moins 1. Alors, première question, la question A, on doit vérifier que vérifions que pour tout x de R, on a f de x est égal à moins x moins 1 au carré moins 1. Alors, on a, donc puisque ici c'est normalement vérifier cette égalité pour tout x appartenant à R, donc il faut faire attention, si vous avez une proposition à démontrer et qui commence par pour tout x appartenant à un ensemble, il faut toujours commencer votre rédaction par soit, il faut prendre un élément de cet ensemble. Voilà. Soit, on va prendre soit x, un élément de R. Il faut prendre un élément dans cet ensemble. On a, alors qu'est-ce qu'on a dit? Il faut normalement calculer cette expression et retrouver l'expression de f qui est là. Alors, on a moins x moins 1 au carré moins 1 est égal à moins, ici il suffit d'utiliser une identité remarquable, a moins b au carré, ça fait a au carré moins 2ab plus b au carré. Alors on va appliquer ceci ici, c'est x au carré moins 2x plus 1 au carré, c'est-à-dire 1 moins 1. Donc ça va donner quoi? Donc c'est moins x carré plus, il faut introduire le moins, 2x moins 1 moins 1. Donc finalement, c'est moins x carré plus 2x moins 2. Donc ça c'est quoi? C'est l'expression de
f de x qui est là. Donc ça, ce n'est rien d'autre que f de x. Donc, conclusion, pour tout x de R, on a f de x est égal à moins x moins 1 au carré moins 1. Alors, passons maintenant à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on vous demande de déterminer les points d'intersection de CF avec, bien sûr, l'axe des coordonnées. Donc, faites attention. Imaginez, par exemple, vous avez cette courbe. Comme ça. Imaginez, par exemple, que vous avez une courbe comme ça. D'accord? Alors, normalement, cette courbe, il coupe l'axe des abscisses en deux points. C'est deux points A et B. Alors, on cherche les coordonnées de A et B. Donc, si on appelle par exemple ça, c'est petit a, donc automatiquement l'ordonnée c'est 0. Ici c'est B, et ici c'est 0. Donc, f de A, c'est égal à 0. Et f de B est égal à 0. Alors, la détermination des points d'intersection avec l'axe des abscisses revient à déterminer les abscisses A et B. D'accord? Donc, ici, à partir de cette équation, on voit que le petit a et le b sont des solutions de l'équation f de x égale 0. Donc, si on remplace x par a, on trouve 0. Si on remplace x par b, on trouve 0. Voilà, c'est ça. Donc, pour déterminer le petit a et le petit b, il faut résoudre l'équation. Retenez ceci pour déterminer les points d'intersection avec l'axe des abscisses. Donc, on résout cette équation. Ça dépend du nombre de solutions de cette équation. Si vous trouvez une seule solution, ça veut dire la courbe coupe l'axe des abscisses en un seul point. Si normalement vous ne trouvez pas de solution, ça veut dire qu'il ne coupe jamais la droite de l'axe des abscisses. Si vous trouvez trois solutions, ça veut dire qu'il coupe en 3 points, etc. Mais les points d'intersection avec l'axe des ordonnées, il y a un seul point s'il existe. Alors, vous calculez l'image des zéros. C'est normalement la fonction est définie en 0 et vous trouvez par exemple, ça c'est un certain C, alors on conclut directement que ce point a pour coordonnées, donc le point qui est là, c'est le point C qui a pour coordonnées 0, le petit c qui est là. Donc ça ici c'est facile pour déterminer le point d'intersection avec l'axe des abscisses. Donc il suffit de résoudre l'équation, il suffit de calculer par exemple l'image de 0. Alors, ce qu'il faut retenir, pour déterminer les points d'intersection avec les axes des coordonnées, donc il faut déterminer les points d'intersection avec l'axe des abscisses. Alors, cela revient à résoudre l'équation f de x égale 0. Et pour déterminer le point d'intersection avec l'axe des ordonnées, s'il existe, donc il suffit de calculer f de 0, l'image de 0. Alors, si f de 0 est calculable, autrement dit, la fonction f est définie en 0, donc il suffit de calculer f de 0 et dire que le point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées, c'est le point C qui a pour coordonnées 0, f de 0. Passons maintenant à la rédaction. Alors, intersection avec l'axe des abscisses. Alors, cherchons. Donc, nous, on est en train de répondre à la question B. Les points d'intersection
avec l'axe des abscisses. D'accord. Alors, il faut résoudre l'équation f de x égale 0. Alors, l'équation f de x égale 0 signifie quoi? Il faut remplacer f de x par son expression. C'est moins x au carré plus 2x moins 2 égale 0. Bien sûr, cela, normalement, ça c'est une équation de second degré, donc il faut utiliser le discriminant delta. Ou bien, on va utiliser juste, normalement, la forme canonique qu'on a démontrée dans la question 1, c'est-à-dire x moins 1 au carré, moins 1 égale 0. Alors, si on transforme cette quantité à l'autre côté, on trouve quoi? X moins 1 au carré est égal à moins 1. Et bien sûr, ça c'est un carré, il est toujours positif. Et le moins 1 est négatif, donc cette équation est impossible. Alors, si on calcule le delta ici, normalement, on va trouver une quantité qui est négative, donc l'équation n'admet pas de solution. Donc, CF ne coupe pas l'axe des abscisses. Voilà, puisque l'équation n'admet pas de solution. Bien sûr, on n'a pas forcément des points d'intersection, ça dépend. Par exemple, ici, on a trouvé l'équation de second degré. C'est juste un exemple. Si le discriminant delta est positif, donc il admet deux solutions, donc il va couper l'axe des abscisses en deux points. Si delta égale 0, donc il va couper l'axe des abscisses en un seul point. Si delta est strictement négatif, ce qui est le cas ici, donc dans ce cas, la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses. Passons maintenant à l'intersection avec l'axe des ordonnées. Avec l'axe des ordonnées. Alors, il faut calculer l'image de 0. On a f de 0, c'est égal à quoi? Je remplace ici 0 au carré. Faire attention, il faut faire les parenthèses. 0 fois 0. 2 fois 0, ça fait... Donc, ceci, ça va donner moins 2. Donc, CF coupe l'axe des ordonnées en A de coordonnées 0, f de 0 qui est égal à moins 2. Voilà, c'est ça le point d'intersection. On a un seul point. Maintenant, on va passer à la détermination, bien sûr, la question C, c'est déterminer les variations de f sur les intervalles moins l'infini 1 et 1 plus infini. Voilà. Pour déterminer les variations d'une fonction, alors, les méthodes pour déterminer les variations, vous avez, bien sûr, trois méthodes. La première méthode, c'est d'utiliser la définition. On prend A et B. Donc, si on cherche à étudier la monotonie de f sur un intervalle i, on prend deux éléments distincts, tels que A est strictement inférieur à B. Et on montre quoi? Et on compare f de A et f de B. Si f de A est strictement inférieur à B, ça veut dire que la fonction est croissante. C'est normalement le sens de l'inégalité chance, c'est-à-dire f de A est strictement supérieur à f de B. Donc, la fonction, ça sera décroissante. Ou bien, on va utiliser ce qu'on appelle le taux d'accroissement ou bien le taux de variation. Le taux de variation, c'est f de A moins f de B divisé par 1 moins B. On calcule le taux de variation, on utilise son signe.
Lorsqu'elle est positive, la fonction est décroissante. Et sur les intervalles, là où il est négatif, la fonction, ça sera décroissante. Si bien sûr il est nil, la fonction elle est constante. La dernière méthode, il faut utiliser les fonctions usuelles. Les fonctions usuelles, ce sont les fonctions polynomiales, c'est-à-dire polynôme de degré 2, f de x égale ax carré plus bx plus c. Donc il faut donner délictement le tableau de variation, pas de problème. Ou bien s'il s'agit d'une fonction homographique, c'est-à-dire une fonction qui s'écrit sous la forme f de x égale ax plus b divisé par cx plus d. Il faut calculer le delta, le discriminant, le delta de, c'est-à-dire le déterminant a, b, c, d. Et bien sûr, à partir de le signe de delta, on décide les variations de f. Voilà, c'est un tableau normalement des fonctions usuelles. Maintenant, on va utiliser les deux méthodes. Alors, on a quoi? Donc, étudions la monotonie de f. Voilà, la monotonie de f sur l'intervalle moins l'infini 1. D'accord? Donc on va prendre deux éléments. Deux éléments de l'intervalle moins l'infini 1, tels que A est strictement inférieur à B. Alors il faut comparer f de A et f de B. Alors on a A est strictement inférieur à B. Alors il faut faire attention, on ne va pas faire des encadrements à partir de cette expression. On va utiliser l'expression qu'on a démontrée de f, c'est-à-dire que f de x égale moins x moins 1 au carré moins 1. D'accord? On va utiliser cette formule. Alors, ici, pour arriver à f de a, c'est-à-dire f de a, c'est quoi? C'est moins a moins 1 au carré moins 1. Alors, pour arriver à cette expression, alors il faut retrancher 1. Donc, ici, c'est a moins 1. Donc, il faut faire la même chose de l'autre côté. Il faut normalement élever au carré. Mais élever au carré, il faut faire attention. Élever au carré, il faut voir le signe de a moins b et le signe de b moins a. Par exemple, si vous avez ici moins 3, il est évidemment strictement inférieur à moins 2. Mais si on élève au carré, ça donne 9. Ici, c'est 4. Donc, il faut inverser. Alors, lorsqu'on enlève au carré ici, il faut faire attention au signe de nombres. Alors, ici, vous avez quoi? On a a et b sont dans l'intervalle moins l'infini 1, c'est-à-dire a inférieur ou égal à 1 et b inférieur ou égal à 1. Donc, a moins 1 est négatif et b moins 1 est négatif. Donc, a moins 1 au carré, donc il faut inverser l'ordre, c'est b moins 1 au carré. Maintenant, il faut multiplier par le moins qui est là, donc ça donne moins. Donc on a multiplié par moins 1, donc il faut inverser l'ordre de l'inégalité, c'est b moins 1 au carré. Et puis on va retrancher de l'autre côté, des deux côtés, moins 1. 1 moins 1 au carré. Pardon, il faut retrancher 1. Au carré moins 1. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est f de a, strictement inférieur à f de b. Donc, ici, il faut faire attention, le sens de l'inégalité reste inchangé. Ici, strictement, ici, strictement. D'accord? Donc, conclusion, f est croissante. Sur moins l'infini 1. D'accord? Maintenant, la fonction est croissante sur cet intervalle. Maintenant, si on cherche à étudier la monotonie de notre fonction
sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, on va faire la même chose. On va prendre deux éléments de l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, on va faire la même chose, mais ici, il faut faire attention. Lorsque A et B sont dans l'intervalle 1 plus l'infini, A moins 1 est positif cette fois. Donc ça reste inchangé. Mais ici, lorsqu'on multiplie par moins 1, il faut inverser. Donc ici, c'est inversé, ici, c'est inversé. Donc ici, dans ce cas, notre fonction, il est comment? Il est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. D'accord? Là, maintenant, on a étudié les variations de notre fonction. D'accord? Donc, on a utilisé la définition. On ne va pas calculer le taux de variation. Donc, on va utiliser le taux de variation, c'est-à-dire le taux d'accroissement, lorsqu'il est déjà calculé dans l'exercice. On ne va pas utiliser le taux de variation pour étudier les variations. D'accord? Maintenant, on va passer à la question, normalement la question D. Là, on vous demande de dresser le tableau de variation de notre fonction. D'accord? Alors, déjà, ici, alors pour étudier les variations avec une autre méthode, alors je vais vous rappeler la variation de la fonction. F est écrit sous cette forme. AX au carré plus BX plus C. Pour étudier les variations de cette fonction directement, on calcule quoi? On calcule alpha égale moins B sur 2A, d'après le cours. Alors, vous avez deux cas. Soit A est positif, soit A est négatif. Donc, si A est positif, alors on va écrire quoi? Si A est positif, donc on va dire quoi? On va donner directement le tableau de variation dans ce cas. Donc c'est x, f de x. Ici c'est alpha. Ici c'est décroissante sur moins l'infini alpha. Et décroissante sur alpha, croissante sur alpha plus l'infini. Ici on calcule l'image de alpha. Mais ici normalement, la fonction, ça sera comment sur l'intervalle moins l'infini alpha, ça sera croissante. Ici, c'est décroissante. Bien sûr, ici, c'est plus l'infini. Ici, on calcule l'image de alpha. Alors, nous, dans notre exemple, à quoi est égal le A? Le A, c'est égal à moins 1, donc il est négatif. Le B, c'est égal à 2, et le C, c'est égal à moins 2. Donc nous, on calcule moins B sur 2A, c'est-à-dire moins 2 divisé par 2 fois moins 2. C'est-à-dire moins 2 sur 2, ça fait 1. Donc le alpha égale 1. Le signe de A, il est négatif. Donc on est ici. Alpha égale 1. Donc l'image de 1 par la fonction f, donc c'est moins 1. Donc 2 moins 1, ça fait 1. Donc c'est moins 1. Donc notre fonction, elle est comment? Elle est croissante sur moins l'infini 1 et décroissante sur 1 plus l'infini. Normalement, c'est ce qu'on a démontré en utilisant la première méthode. Donc nous, maintenant, on va donner le tableau de variation directement puisqu'on a déjà étudié les variations. D'accord? Donc le tableau de variation, donc on a montré que la fonction était de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, ici c'est 1. On a montré que la fonction sur l'intervalle moins l'infini 1 était croissante. Et ici c'est décroissante. Et ici l'image sur moins 1. Ce qu'on a démontré en utilisant la fonction usuelle. D'accord? Alors, maintenant on peut passer à la question 2. Alors, la question 2, il s'agit d'une fonction homographique. Une fonction homographique, c'est une fonction qui s'écrit sous la forme. D'accord? Une fonction homographique, c'est une fonction qui s'écrit sous cette forme. F de x égale ax plus b divisé par cx plus d. Notre fonction g s'écrit sous cette forme, mais il faut faire attention, c'est moins x plus 2 divisé par
x moins 1. Donc le a est égal à moins 1, le b c'est 2, le c c'est 1 et le d c'est moins 1. Donc nous, on va s'intéresser aux questions posées dans l'exercice. Alors on vous demande de déterminer le domaine de définition. Alors, pour déterminer le domaine de définition des fonctions, alors il faut faire attention. Vous devez se concentrer sur deux choses. Tout ce qui est à l'intérieur de la racine, c'est-à-dire la racine, doit être positif ou nul. Tout ce qui est à l'intérieur du dénominateur, il faut qu'il soit non nul. Donc, ici, donc, il faut faire attention. On a dit quoi? Tout ce qui est à l'intérieur de la racine doit être supérieur ou égal à 0. Et tout ce qui est au dénominateur doit être différent de 0. D'accord? C'est ça normalement, ce qu'il faut normalement voir en tête. Alors, maintenant notre fonction c'est quoi? C'est la fonction qui est là. Donc, on va dire quoi? Le domaine de définition de notre fonction g, c'est quoi? C'est l'ensemble des réels x qui sont dans R, tel que... Alors, notre condition, il faut l'écrire. Donc, il faut que x moins 1 soit différent de 0. C'est-à-dire, il faut que x soit, c'est l'ensemble des éléments qui sont dans R, tel que x est différent de 1. Donc, normalement, l'ensemble de définition, c'est R privé de 1. Donc, c'est ça le domaine de définition de notre fonction. Alors, on passe maintenant à la question B. Dans la question B, on vous demande de déterminer les points d'intersection de CG avec l'axe des ordonnées. Et dans la question C, on vous demande de vérifier cette égalité. D'accord? Alors, on a déjà rappelé comment déterminer les points d'intersection avec l'axe des coordonnées. Maintenant, on va appliquer ceci à notre fonction g. Alors, notre fonction g, c'était g de x égale 2 moins x divisé par x moins 1. Alors, intersection de CF, donc on cherche l'intersection de la courbe de notre fonction avec l'axe des abscisses. D'accord? Alors, on va écrire quoi? On a g de x égale 0. Donc, il faut résoudre l'équation g de x égale 0. Donc, ceci implique quoi? Donc, 2, ceci équivaut à quoi? À dire que 2 moins x divisé par x moins 1 égale 0. Alors, ceci normalement, ça c'est le symbole d'équivalence, c'est équivaut à. Donc, je dois effacer ici. Équivaut à. Je remplace g de x par son expression, c'est moins x sur x moins 1. Ceci équivaut à dire quoi? 2 moins x égale 0. Alors, il faut faire attention. Si vous avez a sur b égale 0, normalement, b c'est différent de 0. Donc, ce qui est nul, c'est p. Donc, ceci est équivalent à quoi déjà? Ceci est équivalent à a égale 0 et b différent de 0. Nous, on sait que déjà que b est différent de 0 à l'intérieur du domaine de définition. Alors, il faut écrire ça. Pour se convaincre, vous pouvez mettre ici 0 sur 1, faire la multiplication. A fois 1, ça fait A, b fois 0, ça fait 0, donc a égale 0. Donc, ceci donne quoi? X égale 2. Conclusion. Donc, CF coupe l'axe des abscisses au point
a de coordonnées de 0. On passe maintenant à la détermination de l'intersection de CF avec l'axe des ordonnées. Donc il faut calculer donc f de x déjà, c'est 2 moins x divisé par x moins 1. Alors on a f de 0, c'est 2 moins 0 divisé par 0 moins 1. Donc finalement, ça donne 2 sur moins 1, c'est moins 2. Donc, c'est f coupe l'axe des abscisses, des ordonnées, pardon, au point. On va pas faire la même chose, on va faire b de coordonnées 0, mais f de 0 c'est moins 2. D'accord? Alors on passe maintenant à la question suivante. Alors dans la question suivante, on vous demande de déterminer cette expression. Alors il faut faire attention, cette expression commence par vérifier que pour tout x appartenant à G. Et qu'est-ce qu'on a dit? Normalement, pour démontrer une égalité qui commence par tout x, ou bien une proposition qui commence par pour tout x appartenant à R, il faut prendre un x arbitraire et vérifier que normalement cette égalité est vraie pour ce x. Donc, ici, on va prendre quoi? Soit x, un élément de quoi? Donc, il faut faire attention, ils ont dit que pour tout x appartenant à dg. Ici, ils vont dire que pour tout x appartenant à dg. Donc, il faut prendre un élément de dg. Allez-y. Donc, soit, donc ça, c'est la question C. Donc, C, normalement, c'est répété. Donc, soit x appartenant à dg. Alors, on a, il faut commencer par le second membre, 1 plus 1 sur x moins 1. Alors, on commence par le second membre, ici. Donc, on va calculer ceci. On va vérifier que ceci est égal à l'expression de la fonction f, c'est-à-dire l'expression qui est là, pour dire que cette expression c'est égal à g de x, enfin. D'accord? Ça c'est quoi? Donc moins 1 fois ça, c'est moins x plus 1. Plus ça c'est 1 fois plus 1 divisé par x moins 1. Donc ça fait quoi? C'est moins x plus 2 divisé par x moins 1. Donc finalement, c'est 2 moins x divisé par x moins 1. Et ça, ce n'est rien d'autre que g de x. Donc, conclusion, pour tout x de dg, on a g de x est égal à moins 1 plus 1 sur x moins 1. Voilà, c'est la fin de notre rédaction. Maintenant, on va passer à étudier les variations de notre fonction sur l'intervalle moins l'infini 1 et l'intervalle 1 plus l'infini. Alors ici, on va utiliser cette expression. Ou bien, on va utiliser directement un rappel de cours sur les fonctions usuelles homographiques. Donc, on va utiliser les deux.
Alors, la question c'est monotonie de f sur l'intervalle moins l'infini 1. Alors on va prendre soit a et b, deux éléments de l'intervalle moins l'infini 1, tels que a est strictement inférieur à b. On a. Alors il faut faire attention, il faut arriver à l'expression ici de f. Donc f de x, on va utiliser la décomposition qu'on a démontrée, c'est moins 1 plus 1 sur x moins 1. Alors f de a, c'est moins 1 plus 1 sur a moins 1. Alors, on a a strictement inférieur à b. Ceci implique quoi? Donc, alors, je vais retrancher moins 1 de a. Donc là, retrancher, pardon, 1. Donc a moins 1 est strictement inférieur à b moins 1. Il faut faire la même chose de l'autre côté. Donc, ici, il faut passer à l'inverse. Donc 1 sur a moins 1 est strictement supérieur à 1 sur b moins 1. Donc, ici, on va ajouter le moins 1. Donc, moins 1 plus, ici, on va commencer d'écrire donc, moins 1 plus 1 sur a moins 1 est strictement supérieur à moins 1 plus 1 sur b moins 1. Ici, on retrouve l'expression de a. F de a est strictement supérieur à f de b de l'autre côté. Donc, il faut faire attention, le sens de l'inégalité est changé. Donc, f est décroissante sur moins l'infini 1. Donc, il faut faire attention sur l'intervalle 1 plus infini. Donc, il faut changer juste l'intervalle. Si vous avez a strictement inférieur à b, donc on a toujours, ceci est vrai, puisque normalement, ici, par passage à l'inverse, est vrai lorsque a et b sont de même signe. Il est vrai lorsque a-1 et b-1 sont de même signe, soit négatif, soit positif, on a toujours cette inégalité. Donc, on montre de même que f est décroissante sur l'intervalle 1 plus infini. Alors, pour utiliser l'autre méthode, on va écrire quoi? Donc, si vous avez, on va utiliser les propriétés de la fonction homographique. Si vous avez une fonction qui s'écrit sous la forme ax plus b, divisé par cx plus d, alors, il faut calculer le discriminant delta ac bd, qui est égal à a fois d moins bc, d'accord? Et on a deux cas. Soit delta est strictement positif, soit delta est strictement négatif. Il faut faire attention, lorsque delta est positif, cette quantité est nulle, ça veut dire que la fonction f est constante. Donc ce n'est plus une fonction homographique. Donc pour les fonctions homographiques, on a cette quantité, c'est toujours différent de 0. Alors lorsque delta est positif, alors f est croissante sur les deux intervalles moins l'infini moins d sur c, l'opposé de d divisé par c est moins d sur c plus l'infini. Et c normalement
delta est strictement négatif, f est décroissante sur les mêmes intervalles qui sont là. Et bien sûr, le tableau de variation, dans ce cas, il est comme ça. Donc, moins l'infini, moins d sur c, plus l'infini. La fonction est croissante, donc ça sera comme ça. La fonction est décroissante ici. Donc ça sera comme ça. Moins l'infini, moins d sur c, plus l'infini, décroissante, décroissante. D'accord? Nous, maintenant, on va donner le tableau de variation. Mais on ne va pas utiliser ceci, pas de problème, puisqu'on a déjà montré que la fonction est croissante, et décroissante, pardon, sur moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Alors, on va tracer directement le tableau de variation. Donc, x, f, moins l'infini. Alors ici c'est 1, ici c'est plus l'infini. Alors, on a montré que notre fonction était décroissante, décroissante. D'accord? Faire attention, normalement si on cherche à utiliser l'autre méthode, donc f de x il s'écrit quoi? Comme on a dit que moins x plus 2 sur x moins 1. Alors il faut calculer le delta. Delta c'est quoi? C'est moins 1, 1, 2, moins 1. Donc moins 1 fois moins 1 ça fait 1. 1 moins 2 ça fait moins 1. Donc il est négatif, donc la fonction est décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins d sur c, mais d c'est moins 1, moins d sur c c'est moins 1 sur le coefficient qui est là, c'est 1. Donc ça fait 1. Donc ici, sur 1 et 1 plus l'infini. Donc ça, c'est pour déterminer la monotonie en utilisant le fait que f est une fonction homographique. Mais on a déjà étudié les variations, donc voilà le tableau de variation. Ça, c'est la question D. Maintenant, on va passer à la question 3. Alors, dans la question 3, on vous demande quoi? On vous demande de déterminer les points d'intersection de CF et CG. D'accord? Alors, pour déterminer, imaginez par exemple que vous avez deux courbes comme ça. D'accord? Vous avez une courbe par exemple comme ça. Et notre courbe comme ça. Alors, les points d'intersection sont ces deux points. Alors, si on prend par exemple, normalement, on cherche l'abscisse de ce point. Disons ça c'est A. Ce point, normalement, on cherche l'abscisse petit b. Alors, le b, il vérifie quoi? Il vérifie que f, ça par exemple, c'est la courbe de f. Et ça, c'est la courbe de g. Alors, le f de A, normalement, il est là. Ça, c'est f de A, est égal à f de B. Et g de A, pardon. Et par exemple, ici, c'est f de B, c'est égal à g de B. Puisque calculer l'image de B par f ou bien par g, ça revient au même, ça donne la même chose. Donc, les abscisses du point d'intersection des deux courbes, ce sont les solutions de l'équation f de x égale g de x. D'accord? Passons maintenant à la rédaction. Alors, retenez cette propriété qui est très importante pour déterminer les points d'intersection de deux courbes, donc f et g. Il suffit de résoudre l'équation f de x égale g de x pour retrouver les abscisses de ces points. Et bien sûr, si on trouve les abscisses, ce sont a et b. Pour trouver leurs données, c'est-à-dire y, il faut juste calculer soit f de a ou bien g de a.
Et la même chose pour le point B. Il faut calculer soit f de A, soit g de A. Soit f de B, soit g de B. Alors, 3. Cherchons l'intersection de CF et de CG. Donc, on cherche C de F, l'intersection des deux. On a dit il faut résoudre l'équation. Alors, on a f de x égale g de x. Alors, cette équation équivaut à quoi? Donc, équivaut à moins x moins 1 au carré moins 1 égale, alors ici 2 moins x divisé par x moins 1. Ou bien on va utiliser, on va utiliser ici quoi? Donc l'expression. Alors, on va laisser ceci comme ça, x moins 1. Ou bien on va utiliser l'ancienne expression, pas de problème, moins x, plus, plus 2x, moins 2. Alors, ici on va développer. Donc ça va donner quoi? Équivaut à quoi? Alors, il faut faire attention. Ici, on n'a pas de point évident. Donc il faut développer. Donc c'est moins x à la puissance 3. Plus 2x carré. Moins 2x. Plus x carré. Moins 2x. Plus 2 égale 2 moins x. Ceci équivaut à quoi? On transforme tout à l'autre côté. C'est moins x à la puissance 3. C'est 2x carré plus x carré. Ça fait plus 3x carré. Moins 2x, ça fait moins 4x. Plus le x qui est là, c'est moins 3x. Donc, égal à quoi? 2 se simplifie avec 2, il reste 0. Donc, ceci, ça donne quoi? Alors, il faut factoriser par x, elle reste moins, puis moins x, elle reste x au carré, moins 3x plus 3, égale 0. Donc, ceci donne quoi? X, moins x égale 0, c'est-à-dire x égale 0, ou x au carré moins 3x plus 3 égale 0. Donc pour cette équation, on calcule le discriminant. Delta, c'est quoi? C'est moins 3 au carré, moins 4 fois 1 fois 3. Ça fait 9 moins 12, qui est égal à quoi? Un moins 3 qui est négatif. Donc cette équation n'admet pas de solution. Donc on a juste une seule solution qui est x égale 0. Donc CF et CG se coupent au point, par exemple, A, alors 0, f de 0, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle ce point, A ou bien B, je ne sais pas, donc B, de coordonnées 0, moins 2. D'accord? Alors, maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, déterminer la nature et les éléments caractéristiques de ces deux courbes. Alors, il faut faire attention. Alors, les éléments caractéristiques sont quoi?
vous avez normalement deux fonctions, deux types de fonctions très importantes entre en commun. Donc il s'agit de la fonction homographique et la fonction parabolique, c'est-à-dire la fonction de second degré, la fonction polynôme de degré 2. Alors, ici, f de x égale, égale ax carré plus bx plus c. F de x égale ax plus b divisé par cx plus d. Alors, quelle est la nature de la courbe de CF? Ça, c'est parabole. Alors, parabole de sommet. Alors, de sommet, le point S de coordonnées moins b sur 2a, f de moins b sur 2a. C'est le alpha, le fameux alpha qu'on a calculé précédemment. Et d'axe de symétrie, la droite d'équation x égale moins b sur 2a. Voilà, c'est ça les éléments caractéristiques. Voilà. La nature, c'est parabole. Les éléments caractéristiques, ce sont le sommet et l'axe de symétrie. Donc, vous avez deux éléments caractéristiques et ça, c'est la nature. Alors, pour une fonction qui s'écrit sous cette forme, ça, c'est hyperbole, CF hyperbole. Ça, c'est la nature. De centre des éléments caractéristiques, oméga. Faire attention, là, la fonction n'est pas définie en moins d sur c. Et a sur c. Ici, c'est a sur c. Et d'asymptote. Des droites d'équation x égale moins d sur c et y égale a sur c. Voilà, ce sont ici, normalement, vous avez la nature ici. Vous avez deux éléments caractéristiques pour l'hyperbole. Ce sont, vous avez les éléments caractéristiques, ce sont le centre et deux asymptotes. Il y a deux asymptotes. Et la nature, c'est un hyperbole. D'accord? Alors, il faut faire attention. Alors, si vous avez une fonction polynomiale de degré 2, la nature et la courbe de f est un parabole de sommet S de coordonnées moins b sur 2a, f de moins b sur 2a. D'accord? Et d'axe de symétrie, la droite d'équation x égale moins b sur 2a. Si vous avez une fonction homographique, donc la courbe, la nature de CF est un hyperbole, et bien sûr, les éléments caractéristiques, ce sont le centre oméga, on a donné les coordonnées, et les asymptotes. Donc, passons maintenant à la rédaction, à l'exercice. Donc, nous, on cherche quoi ici? On cherche déterminer la nature et les éléments caractéristiques de chaque courbe. Alors, nous, on a quoi? Alors, la fonction f de x, c'était quoi? Alors, il faut faire attention. On a montré quoi? X moins 1 au carré moins 1. Alors, mais toujours CF est un CF parabole de sommet
S. Il faut faire attention, le moins B sur 2A, c'est toujours l'opposé de ça. C'est 1. Et l'image de 1, c'est moins 1. C'est ça le sommet. Et d'axe de symétrie, la droite d'équation x égale 1. D'accord? Pour la fonction g, on a montré que g de x est égal à quoi? En moins 1 plus 1 sur x moins 1. Alors, c de g, bien sûr, est un hyperbole de centre oméga de coordonnées 1, l'opposé de ça, et moins 1, d'accord, et d'asymptote les droites d'équation x égale 1 et y égale moins 1. Alors ici, j'ai donné la forme canonique, ici la forme qu'on a démontrée précédemment. Il faut faire attention, si vous avez une fonction qui s'écrit sur la forme a fois x moins un certain alpha au carré plus b, alors les éléments caractéristiques, ça c'est un parabole de sommet alpha, de sommet s de coordonnées alpha, bêta, et bien sûr d'axe de symétrie, la droite d'équation x égale alpha. Ici, si vous avez f de x égale alpha plus un certain lambda sur x moins bêta, alors ici, la nature c'est hyperbole, le centre c'est oméga bêta alpha, et les asymptotes ce sont les droites d'équation x égale bêta et y égale alpha. Voilà. Alors maintenant, on passe à au traçage de la courbe CF et la courbe CG. Donc je vous demande de bien se concentrer sur le graphique. Donc la majorité d'entre vous n'arrivent pas normalement à tracer correctement les courbes. C'est pour cette raison que je vous demande de me suivre tranquillement pour bien tracer les courbes. Donc premièrement, il faut bien tracer un repère. Et n'hésitez pas à normalement les placer les coordonnées. Ça c'est I et ça c'est G. Alors je vais tracer ceci approximativement. Alors commençons par la fonction f de x égale moins x moins 1 au carré moins 1. Alors, premièrement, il faut tracer quoi? Il faut tracer le sommet. Ça, c'est un parabole. Le sommet, c'est 1 moins 1. Alors, le sommet, il est là. Alors, l'axe de symétrie, c'est quoi? C'est, normalement, la droite d'équation, c'est cette droite d'équation x égale 1. C'est ça l'axe de symétrie de la parabole. Alors, si on calcule l'image de 0, alors l'image de 0, ça donne quoi ici? C'est moins 1, c'est moins 2. Ça, c'est moins 1, ici, c'est moins 2. Alors, si vous avez un point ici, automatiquement, vous avez un autre point de la courbe de l'autre côté, puisque normalement, c'est f est symétrique par rapport à cette droite. Alors, si on calcule l'image de 2, de 3 par exemple, ou bien de moins 1 ici, hein, moins 1 ici. Moins 1, ça fait moins 2, c'est 4, c'est moins 5. Moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Disons que moins 5, elle est là. Donc, automatiquement, si vous avez un point ici, vous avez
un autre point de l'autre côté. Ça, c'est un parabole. Donc, on sait que normalement, l'allure de la courbe, comment il est. Donc, il faut normalement joindre ces points. Ça, c'est la courbe de notre fonction f. Donc, il faut tracer ici C de f. Maintenant, on va passer à tracer la courbe de la fonction g. Alors, la fonction g, il faut tracer le centre. Le centre, il est de coordonnées 1, moins 1, donc ici. C'est ça le centre. Alors, on sait que l'image de Z, normalement, il se coupe en ce point. La courbe de f et la courbe de G, ils se coupent en ce point. Alors ici, donc je peux calculer les images des autres points, mais donc je peux utiliser le fait que ça, c'est un asymptote. Donc la courbe, il doit se rapprocher de son asymptote. La même chose ici, j'ai une asymptote verticale. Donc la courbe, elle doit se rapprocher comme ça. D'accord? La même chose ici. Ça, c'est un axe de symétrie. Donc ici, c'est... Donc elle va passer de là. Donc nous, normalement, on sait que la courbe de f ne coupe pas l'axe des abscisses, mais la courbe de notre fonction g, elle coupe normalement l'axe des abscisses au point A de coordonnées 2, 0. Donc, la courbe passe par ce point. Alors, ici, je vais utiliser le fait que ça, c'est un asymptote horizontal. Donc, la courbe se rapproche de son asymptote. Ici, j'ai une asymptote verticale. Ça veut dire que la courbe se rapproche de son asymptote. Voilà. Ce qui est tracé ici en bleu, c'est la courbe de notre fonction g. Maintenant, on va passer à la question, la dernière question. Il faut résoudre l'inéquation, f de x inférieur ou égal à g de x. Alors, il faut faire attention, lorsqu'on vous demande de résoudre l'inéquation f de x inférieur ou égal à g de x, alors, on vous demande quoi? On vous demande de déterminer les intervalles sur lesquels la courbe de f il est en dessous de la courbe de g. Donc, passons ici au graphe. Donc, ça c'est, on cherche à résoudre l'équation f de x inférieur ou égal à g de x. Donc, il faut faire attention. Ici, ça c'est la courbe de f. D'accord? Et ça c'est la courbe de g. On va déterminer les intervalles sur lesquels la courbe de f elle est en dessous de la courbe de g. C'est-à-dire les intervalles là où la courbe en rouge ici est en dessous de la courbe en bleu. Ici, normalement, la courbe rouge elle est en dessous de la courbe verte. Donc, cette partie fait partie de solution. Donc, on va écrire S égale moins l'infini 0. D'accord? Donc, 0. Et ici, bien sûr, il faut faire attention, dans cette partie-là, c'est la courbe de f qui est au-dessus de la courbe de g. Donc, ça ne fait pas partie de solution. Mais à partir de 1 plus l'infini, regardez, la courbe de f, elle est en bas, donc il est en dessous de la courbe de g. Donc, 1 plus l'infini fait partie des solutions. La fonction n'est pas définie en 1, l'inéquation n'est pas définie en 1. Voilà, c'est ça, l'ensemble des solutions de notre inéquation. Maintenant, on va passer à l'exercice 2 qui porte sur l'homotissé. Alors, exercice 2. Alors, dans cet exercice, ABCD est un parallélogramme et E, le point, tel que C de E égale à 1 sur 3 CD, soit H, l'homotissé
de centre E qui transforme, bien sûr, D en C. Alors la question, c'est de construire le point E, puis montrer que le rapport de H, c'est moins 1,5. Alors, ça c'est approximativement le parallélogramme. A, B, C, D. Alors il faut faire attention. Alors, si vous avez ici un point, oméga fixe, si on vous demande si on vous donne un point M, on vous demande de tracer le point M' tel que oméga M' c'est égal à 2 fois oméga M. Donc il est facile de tracer ce point. Donc il est ici. Donc il faut tracer 2 fois oméga M. Donc le M' il est là. Alors ce M', alors le point M' est appelé l'image de M par l'homotissé de centre oméga. Faites attention, le centre se répète ici. Ça c'est le centre. Et le rapport c'est 2. Ça, c'est le rapport. Bien sûr, si on change le rapport, le point va changer. Si on change le point, donc bien sûr, l'image va changer. Alors, en général, si on a une écriture sous cette forme, on dit que M' est l'image de M par l'homotissé de centre oméga et de rapport K. Et on dit aussi que l'homotissé transforme M en M'. Et on écrit H de M égale M'. On dit que M' est l'image de M. Ou on dit que H transforme M en M'. D'accord? Alors, maintenant, le point E, il vérifie quoi? CE égale 1 sur 3 CD. CE, donc je dois subdiviser CD en 3 et je dois mettre ici le point E. D'accord? Alors, j'ai tracé déjà le point E. Maintenant, on vous demande de montrer que H, donc H, vous pouvez montrer que le rapport de H, c'est-à-dire, ça c'est quoi? C'est l'homotissé qui transforme, H c'est l'homotissé qui transforme D en C. Alors il faut faire attention, H, l'homotissé qui transforme D en C. Et les deux centres, E. C'est-à-dire, il faut normalement, on a une relation sous cette forme. Ça veut dire que E, si je vais écrire ceci en noir, on a une relation, c'est-à-dire E, l'image c'est C, EC, c'est égal à le rapport K fois E, ED. C'est ça la définition de fait que H transforme D en C. D'accord? Maintenant, pour trouver le rapport, il trouve une relation sous cette forme. D'accord? Alors, commençons par la relation donnée dans l'énoncé. On a quoi? On a CE égale 1 sur 3 CD. Ceci, c'est-à-dire, donc je dois multiplier par 3, donc 3 CE égale CD. D'accord? C'est-à-dire, je cherche une relation entre CE et ED. Donc je vais injecter le point E ici en utilisant la relation de Schall. C'est 3CE, d'accord, égale CE plus ED. Alors, ici, j'ai utilisé
la relation de Chasles ici. J'ai introduit le point E ici. Alors entre le point A et le point P. Donc j'ai introduit le point E ici. D'accord? Donc ici ça donne quoi après? Donc 3CE moins 2CE, ça fait 2CE égale ED. Donc CE égale 1 demi ED. Mais il faut faire attention, nous on cherche EC égale K fois ED. Donc il faut que normalement E soit du même côté. Donc je vais inverser ici, ça donne moins EC égale 1 demi ED. Je dois multiplier par moins 1, donc ça donne EC égale moins 1 demi ED. Donc par identification ici, on voit que le K, le rapport de cette onde ici, c'est moins 1 demi. Donc H a pour rapport moins 1 demi. K égale moins 1 demi. Donc on passe maintenant à la question suivante. Alors la question suivante, c'était quoi? Alors, ici, soit F le point d'intersection de BE et AD. BE et AD. Alors, soit F le point d'intersection de BE et AD, c'est-à-dire, je trace la droite BE, je trace ici AD, alors le point d'intersection c'est F. D'accord? Alors la question c'est montrer que H de F égale B. H de F, montrant que H de F c'est égal à B. Alors, considérons, donc je vais considérer la projection c'est sur cette droite parallèlement à AD. Donc, considérons la projection sur BE parallèlement à AD. On a, donc je vais appeler ceci la projection P. On a le projeté de D c'est E. Donc je projette D parallèlement à AD sur cette droite, ça c'est F, pardon. Le projeté de A c'est F, donc on va passer maintenant au projeté de E. Puisque E appartient à la droite, donc son projeté c'est elle-même. Donc le projeté de B, je passe parallèlement à... Alors le projeté de... Pardon. Alors, le projeté de C. Donc j'ai le projeté de C parallèlement à... Donc à cette droite, c'est B. D'accord? Et on a quoi? Bien sûr, on a montré que E, C, c'est égal à moins 1 demi E, D.
Et comme la projection conserve le coefficient de collinéarité de deux vecteurs, alors je peux remplacer chaque point ici par son projeté. Alors le projeté de E, on a dit que c'est E. Le projeté de B, alors le projeté de C, c'est B. Le moins 1,5, c'est conservé. Le projeté de E, c'est E. Et le projeté de D, c'est F. Donc, cette relation entraîne que H d'O, B est l'image de F par l'homotissé de centre E et de rapport moins 1,5, c'est-à-dire H de F est égal à B. Bien sûr, ce qui est demandé dans l'exercice. Donc, H de F égale B. Maintenant, on déduire ceci. FD égale 2BC. Alors, nous, on sait qu'on a une propriété caractéristique de l'homotissé. Alors, la propriété caractéristique, qu'est-ce qu'il dit? La question B, on a quoi? On a H de... Alors, il transforme D en C, on a H de D égale C, et on a montré bien sûr que H de F égale B. Donc, d'après la propriété caractéristique, bien sûr de l'homotissé, on a BC égale moins 1,5 FD. Alors, en passant au module, donc, la distance BC est égale à la valeur absolue de ça, c'est 1,5 FD. C'est-à-dire, FD égale 2 fois BC. Donc, ce qu'il fallait démontrer. On va passer maintenant à la dernière question. Alors, dans la dernière question, on vous demande quoi? On vous donne l'image de A, c'est A'. Et on vous demande de montrer que A' et B et C sont alignés. Donc, on vous donne l'image de A par E. C'est A'. On vous demande de montrer que les points B, C et A' sont alignés. Alors ici, on va faire quoi? On va utiliser la conservation de collinéarité. Donc normalement, l'homotissé conserve l'alignement. Alors, on a quoi? Ça, c'est la question 3. On a, bien sûr, les points qui sont alignés ici. Je vais utiliser quoi? Alors, je vais utiliser déjà les images. On a H de A, c'est A'. Et B, bien sûr, c'est quoi? C'est l'image de quoi? B, on a montré que c'est l'image de F. Et bien sûr, C, c'est l'image de D. Et H conserve
l'alignement. Donc, comme les points et H conserve l'alignement, donc ici on a ici, comme H conserve l'alignement et les points A, F et D sont alignés, donc A', B et C sont alignés. Voilà, c'est la fin de l'exercice 2. Maintenant, il ne reste juste qu'attaquer l'exercice 3. Donc, il porte sur le produit scalaire. Alors, l'exercice 3. Donc, soit ABC un triangle tel que AB égale à 1 et AC égale 3. Et l'angle A, la mesure de l'angle A, c'est 2π sur 3. Et I, c'est le milieu de AB. Calculer le produit scalaire AB-AC. Donc, je vais ici tracer les données. Donc, AB, donc l'angle A, c'est 2π sur 3. Donc, AB, c'est 1. Et AC, c'est 3. Ça, c'est AC. Donc, ça, c'est BC. Et I, c'est le milieu de AB. Alors, on vous demande de calculer le produit scalaire AB sur 3. A2, produit scalaire de ABAC. D'accord? Ici, c'est le point A. D'accord? Alors, la question 1. On vous demande de calculer le produit scalaire ABAC. Donc, on va utiliser directement la définition. Ça, c'est quoi? C'est la distance AB fois la distance AC multiplié par le cosinus entre les deux qui est 2π sur 3. Alors, AB, c'est 1. AC, c'est 3. Mais cosinus de 2π sur 3, je peux l'écrire comme P moins P sur 3. Et ça, bien sûr, c'est moins cosinus de P sur 3, moins 3 cosinus P sur 3. Alors, P sur 3 a pour cosinus 1/2, donc c'est moins 3 sur 2. Voilà, c'est ça la valeur de AB scalaire AC. Alors maintenant, on passe à la question. Alors, on vous demande ici de calculer la distance BC. Donc, le théorème qu'on va utiliser ici, c'est le théorème d'Al-Kaché. Donc, qu'est-ce qu'il dit le théorème d'Al-Kaché? Donc, ici, c'est une généralisation du théorème de Pythagore. BC au carré égale AB au carré plus AC au carré moins 2 fois AB fois AC fois cosinus de A. Autrement dit, moins 2 fois produit scalaire de AB à AC. Donc AB c'est 1, AC c'est 9, moins 2 fois moins 3 sur 2. Donc ici ça donne plus 3, donc c'est 13. Comme la distance est positive, donc BC c'est racine de 13. Donc ici c'est racine de 13. Maintenant, on va passer à calculer la distance. Ici, n'oubliez pas que I, c'est le milieu de BC. On vous demande de calculer la distance CI. On va utiliser le théorème de la médiane. Qu'est-ce qu'il dit, le théorème de la médiane? Le théorème de la médiane, il dit que AC
au carré plus BC au carré, ces deux côtés-là, normalement égal à quoi? 2 fois CI au carré plus ce C au carré divisé par 2. Alors je cherche ceci, je remplace. AC c'est 9, BC c'est 13, 2 CI au carré, AB au carré c'est 1 sur 2. Donc 2 fois CI au carré, c'est égal, 13 plus ça, ça fait 22. 22 moins 1,5. Ça fait 43 sur 2. Donc CI au carré, c'est égal à 43 sur 4. Comme la distance est positive, donc CI est égal à racine de 43 sur 2. Voilà, maintenant on a fini la révision. Merci pour votre attention et au revoir.